Pendant le dîner de Thanksgiving, mon neveu de 11 ans Harry. Papa dit qu'il n'y a pas de place pour toi. Tu n'es pas de notre ligue, en me tendant une boîte à emporter. Tout le monde a ri. Mon père a souri. Je n'ai qu'un fils, et ce n'est pas toi. J'ai mangé seul dans ma voiture. Plus tard, ma sœur m'a envoyé un texto, n'oublie pas de payer la facture de 2700 $. J'ai répondu, vérifie l'enveloppe que j'ai laissée. À l'intérieur, ils ont trouvé une photo Polaroid d'un coffre-fort vide avec une note. Joyeuse fête. Papa dit qu'il n'y a pas de place pour toi. Tu n'es pas de notre ligue. Mon neveu de 11 ans, Ethan, a souri, me poussant une boîte à emporter dans les mains. Sa voix était assez forte pour que toute la table l'entende. Des rires ont éclaté, pas seulement un gloussement, des rires francs, qui secouaient la poitrine. Ma sœur, Marie, s'est penchée en arrière, essuyant une larme de son œil. Ma mère a souri, plus par habitude que par joie. Mon père, l'homme qui m'avait dit un jour, la famille est tout, a souri comme s'il venait d'entendre la meilleure blague de l'année. Je n'ai qu'un fils, et ce n'est pas toi, a annoncé mon père, sa voix résonnant dans la pièce. Plus de rire, plus de sourires. Je suis resté là, coincé par leur amusement. J'ai regardé le triste récipient taché de graisse dans mes mains. Le dîner de Thanksgiving, emballé et portionné comme une charité pour les indignes. La salle à manger, remplie de l'odeur de la dinde rôtie, de la purée de pommes de terre au beurre et des rires, ressemblait à une scène, et j'étais la blague. Je suis sorti sans un mot, non parce que je n'avais rien à dire, mais parce qu'il ne méritait pas de l'entendre. L'air frais de novembre a frappé mon visage quand je suis sorti. Ma voiture était garée à quelques maisons plus loin, cachée entre les ombres comme si elle n'avait pas sa place. Je me suis glissé sur le siège conducteur, le cuir froid mordant mon dos. Là, dans cet isolement silencieux, j'ai ouvert la boîte à emporter. De la dinde séchée, une cuillère de purée de pommes de terre qui avait déjà commencé à durcir, de la sauce figée dans un coin comme une triste pensée après coup. J'ai avalé quelques bouchées, non parce que j'avais faim, mais parce que j'avais besoin de ressentir autre chose que le vide rongeant ma poitrine. Mon téléphone a vibré. Marie, n'oublie pas de payer la facture de 2700 $. Bien sûr. J'ai toujours été utile pour eux d'une seule manière, un portefeuille ambulant, un fond d'urgence avec un cœur battant. J'ai avalé la dernière bouchée sèche, essuyant mes doigts sur une serviette froissée qu'ils avaient jetée dans la boîte. Puis j'ai démarré la voiture, le tableau de bord s'éclairant d'une lueur douce et indifférente. Avant de partir, j'ai sorti une enveloppe de la boîte à gants. Une simple enveloppe blanche que j'avais laissée sur le buffet près de la salle à manger avant même qu'ils ne remarquent mon absence. À l'intérieur, une photo Polaroid, un coffre-fort vide et une note de ma main, joyeuse fête. Cela a commencé par un texto, un simple texto, sans y réfléchir. Peux-tu couvrir la facture médicale de maman? Juste 480 $. Tu sais à quel point les choses sont difficiles en ce moment, Marie. Je l'ai regardé, la lumière fluorescente de mon téléphone faisant brûler le message dans mes yeux. Des moments difficiles. C'était le thème de notre famille, n'est-ce pas? Leurs moments difficiles, ma responsabilité. Je n'ai même pas demandé à quoi servait la facture. Je connaissais le jeu. J'ai transféré l'argent, envoyé le reçu et je me suis remis au travail. Une autre entaille dans mon compte, une autre dette qui ne serait jamais remboursée. Mais cela ne s'est pas arrêté là. 2 jours plus tard, c'était, papa, ma voiture est tombée en panne. Peux-tu envoyer 7 cents $? Je suis trop vieux pour m'occuper de ces trucs. Une semaine après, Marie à nouveau. Peux-tu rembourser ma carte de crédit? Juste cette fois. Ils me facturent des intérêts fous. À la fin du mois, je leur avais envoyé plus de 3000 $ par virement. Pas de remerciements, pas d'explications, juste une autre vague de problèmes à résoudre. Je me suis dit que c'était temporaire, une mauvaise passe. Les familles s'entraident. Mais ensuite, je l'ai vu. Une photo sur Facebook. Mon père, ma mère et Marie souriant dans un chalet au bord d'un lac, tous vêtus de pulls assortis. La légende disait, notre belle famille crée des souvenirs ensemble. Je n'étais pas sur la photo. Je n'étais même pas mentionné. Mais j'ai reconnu ce chalet. Je l'avais payé. J'avais couvert la dette de carte de crédit de Marie, qui n'était pas une dette du tout. C'était une escapade d'un week-end. J'ai senti la pièce autour de moi se rétrécir, ma poitrine se serrer. Je ne faisais pas partie de leurs souvenirs.
J'étais juste leur distributeur automatique. Je n'ai rien dit. Je ne les ai pas interpellés. J'ai juste regardé. Et puis les messages sont devenus cruels. Une capture d'écran a atterri dans ma boîte de réception. Une conversation de groupe familial. Une dont je ne faisais pas partie. Marie, il se croit meilleur que nous juste parce qu'il a de l'argent. Papa, il n'est utile que quand il paye. Tu devrais être reconnaissante que nous lui parlions encore. Maman, il traverse juste une phase. Il reviendra, comme toujours. Je l'ai regardé, mon pouls battant dans mes oreilles. J'ai fait défiler, la bile dans mon estomac montant. Message après message. Des blagues sur moi, des plaintes, même des insultes. Marie, s'il n'était pas un tel loser, peut-être qu'il aurait une vraie famille maintenant. Papa, peut-être que nous devrions lui demander de l'argent et le couper quand il sera fauché. Ma propre mère a ri à cette remarque. Ne sois pas méchant, il n'est pas si bête. J'étais une blague ambulante pour eux, l'idiot qui maintenait leurs lumières allumées, payait leur voyage, couvrait leurs erreurs. Mais le dernier message a été le coup de poignard. Marie, s'il se plaint, nous lui dirons juste que maman est encore malade. Ça marche à chaque fois. Ils utilisaient la santé de ma mère comme une arme, un mensonge. Ils l'avaient transformée en un pion, et moi en un imbécile. Je n'ai toujours rien dit. Je ne leur ai pas donné la satisfaction de savoir qu'ils avaient été pris. Au lieu de cela, je me suis tu. Je n'ai pas répondu à leurs appels. Je n'ai pas répondu aux textos désespérés. J'ai juste regardé pendant qu'ils essayaient différentes tactiques. Maman s'inquiète pour toi. Tu vas bien? Papa, s'il te plaît, parle-nous. Nous t'aimons. Marie, j'ai besoin de toi. Maman, la famille est tout. Mais leur amour était aussi faux que la sympathie dans ces messages. Et puis l'humiliation publique est arrivée. Une photo de moi de Thanksgiving dernier. J'avais l'air fatigué, penché en arrière sur une chaise, pris au dépourvu. La légende sur le profil de papa, parfois, la famille peut être tellement ingrate. Plus de 30 commentaires. Mes cousins qui riaient, des amis de la famille ajoutant leurs pensées. Waouh, certaines personnes oublient d'où elles viennent. Ça doit être sympa d'être trop bien pour la famille maintenant. Je suppose que le succès vous rend égoïste. La photo avait plus de 100 likes. 100 personnes convaincues que j'étais le problème, que j'avais tourné le dos à la famille qui m'avait élevé. Mais ce n'était pas fini. Quelques nuits plus tard, mon téléphone a vibré à 2 heures du matin. J'étais réveillé, fixant le plafond, laissant l'obscurité me tenir compagnie. Marie, bien. Tu veux agir comme un étranger? Tu le regretteras. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de mon patron. Et, quelqu'un a appelé le bureau en disant que tu étais instable. Ils ont affirmé que tu les harcelais. Je savais. Je savais que c'était eux. Mais je n'ai pas paniqué. J'ai commencé à collectionner. Des captures d'écran. Des textes. Des virements bancaires. Le post Facebook. Leurs fausses sympathies. Les blagues cruelles. Les fausses accusations. J'ai tout compilé, bâtissant une montagne de preuves. Ils m'avaient utilisé. Ils s'étaient moqués de moi. Et maintenant, ils essayaient de me détruire. Mais ils ne savaient pas que j'avais fini de jouer leur imbécile. La maison était un tableau de célébration. Des ballons flottaient paresseusement au plafond. La table de la salle à manger était remplie de plats, et maman était assise au centre, rayonnante, baignant dans la lueur de sa famille parfaite. Papa racontait des blagues, Marie versait du vin, et je me tenais au bord de tout ça, un sourire poli plaqué sur mon visage. Ils pensaient que je reviendrais, que je leur pardonnerais, que j'étais là pour jouer le rôle du fils parfait. Je suis resté silencieux pendant les apéritifs, les regardant rire, voyant la façon dont ils échangeaient des regards chaque fois que j'essayais de parler. Un accord tacite, laisse-le parler, mais n'écoute jamais. Un script qu'ils avaient perfectionné. Finalement, le gâteau est arrivé. Papa s'est éclairci la gorge, levant son verre. À la famille, a-t-il commencé, sa voix lourde de fausse sincérité. Nous avons une haut et nos bas, mais ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble. Ensemble, ai-je fait écho, un sourire tirant au coin de mes lèvres. C'est un mot intéressant. Le sourire de maman a vacillé, les yeux de papa se sont rétrécis. Je t'ai apporté un cadeau, maman.
J'ai fouillé dans la poche de mon manteau, sortant une enveloppe blanche impeccable. Quelque chose d'honnête. Elle a hésité, puis l'a prise, ses doigts tremblant légèrement. Avec un sourire forcé, elle a sorti la photo Polaroid. La photo d'un coffre-fort froid et vide. Les mots gribouillés en dessous, c'est tout ce qui reste de ton amour. La pièce s'est figée. La fourchette de papa a cliqueté contre son assiette, la mâchoire de Marie est tombée. Quoi? Qu'est-ce que c'est? La voix de maman était ténue, à peine au-dessus d'un murmure. C'est la vérité, ai-je dit, me penchant en arrière sur ma chaise, calme comme une tempête se formant à l'horizon. Je sais tout. Je sais comment vous vous moquez de moi dans votre conversation familiale secrète, comment vous dites à tout le monde que je ne suis qu'un distributeur automatique avec un cœur battant. Le visage de Marie a rougi. C'est un mensonge. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone, touchant l'écran. Lisons quelques-uns de vos messages, voulez-vous? Je me suis éclairci la gorge, ma voix coupant le silence tendu. Il se croit meilleur que nous juste parce qu'il a de l'argent. Marie. Il n'est utile que quand il paye. Il devrait être reconnaissant que nous lui parlions encore. Papa. Ne sois pas méchant, il n'est pas si bête. Toi, maman. Le visage de maman s'est chiffonné, des larmes montant déjà dans ses yeux. Ce n'est pas comme ça, mon chéri, s'il te plaît, non. Alors, que diriez-vous de celui-ci? J'ai glissé vers un autre message. S'il se plaint, nous lui dirons juste que maman est encore malade. Ça marche à chaque fois. Les mains de maman se sont envolées vers sa bouche, les poings de papa se sont serrés sur la table. Tu es juste là pour tout gâcher. Marie a claqué, se levant si vite que sa chaise a basculé. Gâcher? J'ai ri. Non, Marie, je suis là pour vous montrer ce que vous avez gâché. J'ai fouillé dans mon sac, sortant une petite pile de papier. Vous voyez, ce n'est pas seulement à propos de vos messages. C'est à propos de ça. J'ai claqué les papiers sur la table, et la pièce a semblé rétrécir. Je sais pourquoi le coffre-fort était vide. Parce que je l'ai vidé à Thanksgiving. Pendant que vous vous moquiez de moi depuis votre salle à manger confortable, j'étais dans le bureau, déverrouillant vos précieux secrets. Papa est devenu pâle. Tu n'avais pas le droit. Pas le droit. J'ai élevé la voix, tranchante et inflexible. Pas le droit à la vérité? Pas le droit de savoir que la femme que j'appelais maman n'est même pas ma mère? Le visage de maman est devenu livide, Marie a reculé. Ce sont des lettres, ai-je continué, tenant les pages froissées et jaunies. Des lettres de ma vraie mère. Celle que vous avez forcée à sortir de ma vie. Celle qui a essayé de me joindre, mais vous m'avez tout caché. Arrête ça. La voix de papa était maintenant un grognement, sa bravade s'effondrant. Range ça. Pourquoi? Peur de la vérité? J'ai jeté les lettres sur la table, les pages s'éparpillant comme des feuilles d'automne. Elle suppliait de me voir. Elle a écrit pendant des années et vous avez tout caché. Des larmes coulaient sur le visage de maman. Nous te protégions. Me protéger? J'ai craché. Vous vous protégiez vous-même. Et ça s'améliore encore, ai-je poursuivi, sortant une autre pile de papier. Des documents à mon nom. Des prêts, des dettes, des cartes de crédit que je n'ai jamais ouvertes. Parce que mon père, l'homme qui prêche la famille, m'utilisait comme sa bouée de sauvetage financière. Papa s'est précipité, mais j'ai reculé. N'ose pas. Tu m'as volé. Tu as falsifié ma signature. Tu m'as transformé en ton compte bancaire personnel. Marie sanglotait maintenant. Ce n'est pas réel. C'est un coup monté. Tu as falsifié tout ça. Vraiment, ai-je rétorqué. Ou es-tu juste en colère parce que j'ai enfin vu clair en toi? Et puis la porte d'entrée s'est ouverte. Tous les yeux se sont tournés, et pendant un instant, la pièce a été suspendue dans une horreur silencieuse. Une femme est entrée, la cinquantaine, élégante, avec des yeux lasses qui ont immédiatement trouvé les miens. Bonjour, James, a-t-elle dit, sa voix douce mais inébranlable. Le visage de papa s'est vidé de toute couleur. Non, tu ne peux pas être ici. Elle est ici parce qu'elle aurait toujours dû l'être, ai-je dit, m'avançant pour me tenir à côté d'elle. Voici ma vraie mère. La femme à qui vous avez menti, la femme que vous avez effacée.
Maman a poussé un sanglot, s'effondrant dans sa chaise. Tu m'as dit que tu ne voulais pas me voir, a murmuré la femme, sa voix tremblante. Tu as dit qu'il m'avait oublié. Papa a serré les poings. Sortez. Tous les deux. Mais je n'ai pas bougé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai passé toute ma vie à penser que j'étais le problème, que je n'étais pas assez bien. Mais maintenant, je connais la vérité. Je ne faisais pas partie de votre famille. J'étais votre victime. Je me suis tourné vers ma mère, non, vers la femme qui m'avait menti toute ma vie. Et tu l'as aidée. Tu as tout regardé. Tu as choisi ces mensonges plutôt que ma vie. Je n'avais pas le choix, a-t-elle sangloté. Je ne voulais pas te perdre. Mais tu ne m'as jamais eu, ai-je murmuré. Pas vraiment. Le silence s'est installé, épais et étouffant. La famille parfaite brisée dans la lueur des bougies d'anniversaire. J'ai regardé autour de la pièce une dernière fois, la femme brisée qui se disait ma mère, le père qui n'était rien de plus qu'un voleur déguisé en père, la sœur qui ne me voyait que comme un portefeuille. J'en ai fini avec vous, ai-je dit, prenant la main de ma vraie mère. J'étais votre idiot, votre blague. Mais maintenant, je suis libre. Et sans un autre mot, je suis sorti de cette maison, pas seulement de la pièce, mais de leur vie. L'écho du verdict du juge résonnait encore dans mes oreilles lorsque je suis sorti du tribunal. Le soleil de midi a frappé mon visage, mais tout ce que je pouvais ressentir, c'était le poids qui se déchargeait de mes épaules. Mon père était officiellement reconnu coupable de fraude, de falsification et de vol d'identité. Il a été condamné à me rembourser 145 000 $. Chaque centime qu'il m'avait pris, volé ou manipulé. Le montant total a frappé comme une gifle. Papa m'avait toujours donné l'impression que je leur devais, comme si mon succès était en quelque sorte leur victoire. Mais maintenant, le tribunal avait parlé. Chaque dollar que j'avais dépensé pour leur loyer, pour leur voyage, pour les dettes de carte de crédit de Marie, tout me revenait. En descendant les marches du tribunal, je les ai vus. Maman, papa, Marie. Papa ressemblait à un animal en cage, la rage bouillonnant juste sous la surface. Maman pleurait dans un mouchoir, et Marie restait là, regardant le sol. Je n'ai pas ralenti en passant devant eux. Je n'avais plus rien à dire. Tu nous as ruinés, a hurlé Marie, coupant le bourdonnement du bruit de la ville. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas regardé en arrière. J'avais attendu trop longtemps pour entendre ces mots, non parce que je me délectais de leur douleur, mais parce que j'avais besoin qu'ils comprennent la gravité de ce qu'ils m'avaient fait. Le premier paiement est arrivé 3 semaines plus tard. Un virement électronique de 25 000 $. J'ai regardé mon téléphone, ressentant un étrange mélange de soulagement et de vide. Une partie de moi voulait croire que c'était des excuses, une façon de réparer les torts. Mais je savais mieux. Ce n'était ni amour ni culpabilité, c'était de la peur. 2 semaines après, un autre virement est arrivé, 15 000 $. Puis 10 000 $. Puis 30 000 $. Les paiements sont devenus prévisibles, comme un mécanisme d'horlogerie de désespoir. Papa devait avoir commencé à vendre ses biens les plus précieux, la Mustang classique qu'il ne laissait jamais personne toucher, le bateau qu'il avait acheté quand il pensait être riche. Chaque semaine, un autre virement. L'argent a lentement coulé, morceau par morceau, jusqu'à atteindre un total de 145 000 $. Pas un dollar de moins. C'était comme les regarder se vider lentement, un virement à la fois. Je n'ai jamais répondu à leurs textos désespérés. Marie a envoyé des messages de colère, m'accusant de détruire la famille. Maman a appelé quelques fois, disant qu'ils étaient désolés, que j'étais trop dur. Papa n'a jamais parlé directement, mais je savais qu'il était là, tapis en arrière-plan. Je les ai tous ignorés. Un soir, environ 5 mois après le verdict, je suis passé en voiture devant leur maison, par simple curiosité. La pelouse autrefois bien entretenue était maintenant envahie par les mauvaises herbes, les parterres de fleurs étouffés par la végétation sauvage. Un panneau à vendre penchait de travers sur la pelouse avant. Les fenêtres étaient sombres. Papa se tenait dehors, faisant les 100 pas comme un fantôme qui ne savait pas où aller. Il avait l'air plus vieux, plus petit, comme si le poids de ses propres choix l'avait finalement écrasé. Il ne m'a pas remarqué quand je suis passé. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un message de Marie. C'était juste une phrase. J'espère que tu es heureux maintenant. J'ai regardé l'écran, ne ressentant rien. J'ai répondu, je ne vous ai pas détruit.
vous vous êtes détruit vous-même. J'ai bloqué son numéro. Avec l'argent remboursé, j'ai enfin eu la liberté de faire ce que je voulais. Ma mère biologique et moi avons ouvert un petit café-librairie, confortable, rempli de chaises dépareillées et d'étagères alignées avec des romans d'occasion. Les fenêtres laissaient entrer des rayons de soleil, et l'air sentait le café et le vieux papier. Ce n'était pas l'entreprise qui comptait, c'était d'avoir quelque chose qui m'appartienne, un endroit où je n'étais pas seulement un portefeuille, mais une personne. Ma mère fredonnait en faisant des lattes, et j'empilais des livres en tours improvisés, riant quand ils s'effondraient. Un après-midi, une journaliste locale s'est arrêtée, intriguée par notre petite boutique. Elle avait vu les posts en ligne, mon histoire était devenue semi-virale, partagée par des personnes qui s'identifiaient à la rupture avec des familles toxiques. Elle m'a demandé si je voulais faire une interview, et j'ai failli dire non. Mais ensuite, j'ai pensé au Polaroid, celui avec le coffre-fort vide. Je l'avais encadré et accroché au mur, un rappel de la liberté pour laquelle j'avais lutté. J'ai accepté l'interview. Je ne voulais pas la célébrité, je voulais que les gens sachent que la survie n'était pas la même chose que vivre, et que parfois, se choisir signifiait lâcher prise. L'article a été publié une semaine plus tard, intitulé « De l'utilisation à la liberté, le parcours d'un homme pour se retrouver ». Le lendemain de sa publication, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ignorer, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Une voix d'homme, tremblante mais familière. J'ai lu l'article, a murmuré papa. Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. Je n'ai pas répondu. Le silence s'est étiré. J'ai tout perdu, a-t-il continué, sa voix se brisant. Je voulais juste que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai pensé à toutes les années que j'ai passées à essayer de gagner son approbation, aux innombrables nuits passées à me demander pourquoi je n'étais jamais assez bien. Maintenant, j'avais enfin la réponse. Ce n'était pas à propos de moi, c'était à propos de lui, de ses échecs, de son ego. Papa, ai-je dit calmement, je t'ai pardonné il y a longtemps. Mais je ne te laisserai jamais revenir dans ma vie. Il a essayé de répondre, mais j'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. Cette nuit-là, j'ai fermé le café et j'ai regardé le Polaroid encadré une dernière fois. Je n'avais plus besoin du rappel. Je l'ai décroché du mur, je l'ai enveloppé dans du papier journal et je l'ai rangé dans un tiroir. En partant, j'ai jeté un coup d'œil au magasin obscurci. Ce n'était pas seulement une entreprise, c'était la preuve que j'avais repris ma vie en main. En marchant dans la rue calme, je me suis senti plus léger, comme si chaque pas m'éloignait davantage des ombres de mon passé. Pour la première fois depuis des années, j'étais libre. Je ne les ai jamais revus. Ni en personne, ni dans des messages, ni même par le biais d'amis communs. Ma famille avait disparu. Mon choix. Le café est devenu mon monde. La lumière du soleil réchauffait les étagères de livres d'occasion, et l'odeur du café frais se mêlait au rire silencieux. Ma mère, ma vraie mère, était toujours là, son doux sourire une constante. La communauté l'aimait, et à travers elle, ils ont appris à me connaître. Mais les fantômes de mon ancienne vie ont essayé de revenir. Les posts Facebook de maman étaient désespérés. Notre fils nous a tourné le dos. Marie était dramatique. Nous avons tout fait pour lui et il nous a détruits. Mais je n'ai pas réagi. Je n'ai pas répondu. Je les ai tous bloqués. Ils criaient dans le vide. Au lieu de cela, j'ai regardé mon monde grandir. Le café a organisé des soirées poésie, des séances de dédicaces, et notre page Instagram a gagné des milliers d'abonnés. Des inconnus m'ont envoyé des messages. J'étais dans une situation similaire. Ton histoire m'a donné le courage de partir. Mes parents m'utilisaient comme les tiens. Merci de me montrer qu'il est normal de dire non. Les 145 000 $ qu'ils ont été contraints de rembourser sont devenus la bouée de sauvetage de cette vie. Je ne m'en suis jamais vanté. J'ai juste vécu. Enfin, j'ai ressenti la paix. Un après-midi pluvieux, une jeune femme s'est approchée du comptoir, hésitante. Êtes-vous celui qui s'est libéré? J'ai souri. C'est une façon de le dire. Mon père, il est comme le vôtre. Contrôlant, sa voix tremblait. Je ne sais pas comment vous avez fait. J'ai fait ça parce que j'ai réalisé quelque chose, ai-je dit. Ils continueront à vous utiliser jusqu'à ce que vous arrêtiez de les laisser faire. Ses yeux se sont remplis de larmes. Merci. Après son départ, j'ai trouvé le Polaroid.
Le coffre-fort vide, autrefois un rappel de trahison, n'était plus qu'une photo cachée dans un tiroir. Je n'en avais plus besoin. Mon rappel était ici, un café florissant, une mère aimante, et une vie qui était la mienne. Parfois, j'entendais des murmures. Papa a vendu sa maison, a déménagé dans un petit appartement. Marie a essayé de trouver de l'aide auprès de parents éloignés, mais ils connaissaient la vérité. Maman m'a tout reproché, mais personne n'a écouté. Ils étaient des souvenirs qui s'estompaient, des ombres. Mon téléphone était silencieux, mes journées étaient paisibles, et chaque fois que je regardais ma mère, je me souvenais que je n'avais pas seulement échappé à une famille toxique. J'avais trouvé une vraie famille.